Dans le silence brûlant de l'Atlantique Sud, au milieu des années 1530, une idée folle traverse l'esprit d'un roi las de guerres et de dettes. Dom João III, souverain du Portugal, décide de partager un continent qu'il n'a jamais vu. 15 fragments d'un monde encore informe confiés à 15 hommes, chacun porteur d'une promesse de gloire, de richesse et d'une mort que nul d'entre eux ne pouvait imaginer. Car derrière les lettres de donation se cache une sentence invisible, celle des capitanies héréditaires, un système né pour conquérir et condamner à la fois. Tout commence dans les salons de Lisbonne, où le roi, entouré de cartographes et de moines, trace sur la carte des lignes verticales, comme des blessures ouvertes sur la peau du nouveau monde. À chacun il accorde un royaume miniature. À Martim Afonso de Sousa São Vicente, la première fondation portugaise solide sur ses côtes. À Duarte Coelho Pereira Pernambuco la plus fertile. À Francisco Pereira Coutinho Bahia porte du futur Salvador. D'autres suivent, Pero do Campo Tourinho, Vasco Fernandes Coutinho, Aires da Cunha, João de Barros, et tant d'autres noms promis à sombrer dans la poussière. 15 donataires, 15 destins, 15 tombeaux ouverts. Au début, l'illusion est totale. L'or, les épices, les forêts infinies, tout semble annoncer un âge d'abondance. Mais très vite, les capitanies deviennent des pièges. Le climat, les maladies, les attaques indigènes, les rivalités entre Portugais, tout se conjugue pour transformer ces terres promises en cimetières trop vastes. Et l'un après l'autre, les donataires tombent. Le premier à s'enfoncer dans la tragédie est Aires da Cunha, capitaine de la capitanie du Maranhão. En 1535, il quitte Lisbonne avec une flotte splendide, rêvant d'établir la France équinoxiale portugaise avant l'heure. Mais à peine arrivé dans la baie de São Marcos, les vents tournent, les récifs se dressent. Son navire amiral s'éventre sur la côte. Les survivants sont massacrés par les Tupinambas. Le corps d'Aires da Cunha ne sera jamais retrouvé. Certains racontent qu'il a été mangé dans un rituel cannibale. D'autres, qu'il s'est enfoncé seul dans la jungle, délirant, appelant encore le nom du roi. Sa mort marque la première disparition d'un donataire, et déjà le présage d'un système condamné. Peu après, c'est Francisco Pereira Coutinho, donataire de Bahia, qui voit son rêve se briser. Homme arrogant, brutal avec les indigènes, il gouverne avec la main d'un tyran. En 1546, alors qu'il tente de fuir une révolte générale, son navire s'échoue près de l'île de Itaparica. Les Tupinambas l'attendent. Capturé, il est tué, dépecé, puis servi lors d'un festin. Le destin semble se répéter, ceux qui arrivent comme maîtres meurent comme proie. Le sol du Brésil ne pardonne pas l'orgueil, mais le plus célèbre de tous reste Duarte Coelho Pereira, le donataire de Pernambuco. Lui, à la différence des autres, a connu un succès réel. Visionnaire, diplomate, il fonde Olinda, introduit la canne à sucre, bâtit un embryon de civilisation. Pourtant, derrière sa réussite, la mort rôde. En 1553, malade, vieilli, il décide de retourner au Portugal. En mer, il tombe gravement malade, perd la raison et meurt avant d'atteindre Lisbonne. Son corps est jeté à l'océan. Elle, homme qui avait rêvé d'un empire sucrier, finit englouti par les mêmes eaux qu'on y l'avait défié. À quelques centaines de kilomètres au sud, Vasco Fernandes Coutinho, donataire de l'Espírito Santo, subit un destin moins sanglant, mais tout aussi tragique. Ancien soldat, il fonde la ville de Vila Velha et tente d'implanter une colonie stable. Mais les conflits internes, la misère et la solitude le rongent. Ruiné, abandonné, il meurt en 1561, pauvre et oublié, dans une maison de pierre qu'il avait lui-même construite. À sa mort, son fils hérite d'une terre en ruine. Le rêve des capitanies s'effrite comme le sable sous la pluie. Et pourtant, au cœur de cette débâcle, certains persistent. Martim Afonso de Sousa, le plus expérimenté des donataires, revient au Portugal après avoir fondé São Vicente. Il survit aux tempêtes, aux fièvres, aux révoltes. Mais son frère, Pero Lopes de Sousa, donataire d'Itamaraca, n'a pas cette chance. En 1539, il embarque pour une expédition vers le nord et disparaît sans laisser de traces. Son navire s'est-il perdu en mer? A-t-il été tué sur la côte? Nul ne le saura jamais. Seul subsiste son journal retrouvé plus tard,
relatant la faim, la peur et la lente agonie des colons. Ces dernières lignes s'interrompent brutalement. La mer devient noire. Les hommes murmurent. C'est tout. Comme si l'océan lui-même avait effacé son nom. Pendant ce temps, à l'autre bout du littoral, João de Barros, l'historien du roi, tente à son tour sa fortune. Savant et lettré, il reçoit la capitanie du Piauí et du Maranhão en partenariat avec Aires da Cunha et Fernando Alvarez de Andrade. Mais son expédition échoue avant même de commencer. Tempête, naufrage, ruine. João de Barros perd toute sa fortune. Il meurt endetté, trahi par le même rêve qu'il avait glorifié dans ses chroniques. Ironie du destin, celui qui écrivit l'histoire des conquérants devient la victime silencieuse de cette histoire. Ainsi, capitanie après capitanie, l'échec s'installe comme une malédiction. Les indigènes reprennent les terres, les colons s'entretuent, les maladies font le reste. Et dans les couloirs de Lisbonne, le roi comprend peu à peu que son empire est un mirage. Sur 15 donataires, à peine 2 ou 3 survivent avec quelque dignité. Les autres disparaissent, morts dans l'anonymat, ou avalés par les jungles qu'ils prétendaient dompter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car derrière ces morts, se dessine un autre mystère, celui d'un système conçu pour échouer. Pourquoi Dom João III a-t-il choisi des hommes si différents? Soldats, nobles, bureaucrates, rêveurs. Pourquoi leur donner des territoires sans moyens, sans soldats, sans secours? Était-ce naïveté? Ou sacrifice calculé? Certains chroniqueurs de l'époque murmurent que le roi savait, que ces hommes devaient ouvrir la voie à la colonisation, quitte à périr pour elle. Si tel est le cas, alors les donataires n'étaient pas des seigneurs, mais des martyrs de la couronne. À la fin du XVIe siècle, les rares descendants encore en vie vendent leurs terres à la couronne. Les capitanies deviennent des provinces royales, et le Brésil, lentement, cesse d'être un rêve personnel pour devenir un projet d'État. Mais les morts, eux, demeurent. Dans chaque nom portugais de la côte, il y a une tombe invisible. Dans chaque ruine coloniale, un écho de ces hommes partis trop loin, trop tôt. Leurs lettres, conservées dans les archives de Torre do Tombo, témoignent d'un désespoir croissant, demandes de secours ignorés, appels au roi, récits d'épidémies, de trahisons, de naufrages. L'une d'elles, signée par un donataire oublié, contient cette phrase terrible. Ces terres ne sont pas faites pour les hommes du Portugal. Elles appartiennent au silence. Ce silence, 5 siècles plus tard, résonne encore. La lente agonie des donataires ne s'achève pas avec leur mort. Elle se prolonge à travers leurs héritiers, leurs ruines, leurs terres abandonnées. Car chaque capitanie porte désormais la marque une fatalité, une ligne de sable et de sang tracée entre la mer et la jungle. Et si la plupart des Portugais de Lisbonne ont déjà oublié ces hommes, le Brésil, lui, conserve encore leurs fantômes. Parmi les survivants de cette première génération, un nom revient, Duarte Coelho de Albuquerque, fils du fondateur de Pernambuco. Il hérite de la plus prospère des capitanies, celle qui a résisté aux fièvres et aux attaques. Mais la fortune ne dure pas. En 1578, à la mort du roi Sébastien à Alcácer-Quibir, le Portugal s'effondre dans une crise dynastique. Le jeune donataire, resté fidèle à la couronne portugaise, devient la cible de conspirations et d'ennemis internes. Il est arrêté, emprisonné à Lisbonne, accusé de trahison par de faux témoignages. Il meurt en captivité, oublié, tandis que sa terre de sucre passe peu à peu sous le contrôle de riches marchands flamands. Le fils du seul donataire victorieux finit ses jours comme un prisonnier politique. La malédiction semble alors se propager au-delà des océans. Dans la capitanie de Bahia, restaurée après la mort atroce de Francisco Pereira Coutinho,
un nouveau gouverneur tente de reprendre le contrôle. Tomé de Souza, envoyé du roi, fonde Salvador en 1549. Mais même lui, soutenu par la couronne, découvre à quel point ces terres dévorent les hommes. Fièvre, attaques, révoltes. Les documents de l'époque décrivent un climat d'épouvante. Les indigènes voient dans les Portugais des esprits hostiles. Les colons, eux, sombrent dans la démence. Un prêtre jésuite, Manuel da Nóbrega, écrit « Le diable a fait son trône dans ces forêts. Chaque donataire mort semble laisser derrière lui une part de cette folie, comme si la terre se souvenait de leur sang. » Dans la capitanie du Rio Grande, João de Barros et Aires d'Acunha sont remplacés par des successeurs anonymes, dont les journaux évoquent les mêmes horreurs. Naufrages, villages consumés par la fièvre, colons fuyant vers la mer. Aucun ne survit longtemps. En 1550, la région n'est plus qu'un désert de ruines. Les Portugais l'abandonnent. Les indigènes, eux, disent que les esprits blancs sont partis avec le vent. Pendant ce temps, dans le sud, Martim Afonso de Souza poursuit sa carrière en Europe. Il devient vice-roi des Indes, commande des flottes, affronte les Ottomans. Mais la gloire n'efface pas les fantômes du Brésil. Dans ses lettres à la cour, il parle encore de la côte des morts, une expression que Millet le premier a employée. Il y raconte comment, en fondant São Vicente, il a senti une main invisible tirer vers la mer. Quand il meurt à Lisbonne en 1564, on dit qu'il a murmuré un dernier mot, Vicente. Peut-être voyait-il encore les rivages du Nouveau Monde. Les archives de la couronne révèlent une vérité froide. Sur les 15 capitanies concédées en 1534, 12 ont échoué. Les 3 restantes, Pernambuco, São Vicente et Espírito Santo, survivent par miracle, souvent au prix de la misère et du sang. Les causes de ces échecs sont multiples. Isolement, manque de ressources, absence de défense, trahison entre capitaines, mais une constante demeure, la mort prématurée des donataires. L'historien Gaspar Correia écrit dans ses chroniques « C'est et comme si le roi avait semé des croix sur la côte du Brésil. Et dans cette mer de croix, certaines se distinguent par leur mystère. » En 1556, une petite caravelle quitte Lisbonne vers la capitanie du Maranhão. À bord, un noble nommé Antonio Cardoso de Barros, héritier de João de Barros, tente de reconquérir les terres perdues de son père. Personne ne reverra jamais son navire. Aucun débris, aucun survivant. Seule une rumeur, colportée par des pêcheurs. Une lumière étrange observée au large du Ceará, comme un feu qui descendait vers les flots. Le navire aurait-il explosé ou sombré sous une attaque française? Le mystère reste entier. Dans les documents du Saint-Office, on retrouve la mention d'un certain navire maudit de Maranhão, que nul n'aurait osé nommer pendant des décennies. Mais la tragédie la plus emblématique reste celle de Pero do Campo Tourinho, donataire de Porto Seguro. Ancien pilote expérimenté, il s'installe en 1535 et tente de fonder une colonie stable. Son autorité brutale provoque une révolte des colons et des indigènes. Il est arrêté, envoyé à Lisbonne, jugé pour tyrannie et abus. En 1540, il est condamné à mort. Pendaison publique. Un donataire, représentant du roi, exécuté comme un criminel. L'écho de ce scandale traverse tout le Portugal. Pour la première fois, un seigneur du Nouveau Monde meurt non pas d'une fièvre mais d'une corde. Certains disent qu'à l'instant où la trappe s'est ouverte, le vent du large a soufflé dans les rues de Matsiandama. Lisbonne. Ces morts, si différentes, ont pourtant un point commun. Toutes sont nées d'un même rêve colonial, trop vaste pour ses acteurs. Les capitanies, conçues pour étendre l'empire, deviennent des gouffres financiers et humains. Des João III, désespérés, commencent à les racheter une par une.
À sa mort en 1557, il ne reste presque rien du grand projet, et son successeur D. Sébastien, jeune fanatique, préfère les croisades d'Afrique à la misère du Brésil. Les terres d'outre-mer se consument lentement, loin des yeux du royaume. Dans les lettres envoyées par les survivants, une tonalité revient, celle du remords. Vasco Fernandez Coutinho, avant de mourir, écrit à un ami « Ceux qui cherchent à posséder cette terre la perdent. Seuls les morts y trouvent repos. » Duarte Coelho lui-même, peu avant de quitter Olinda, aurait confié à ses compagnons « Le Brésil dévore ses pères. » Et de fait, l'histoire semble lui donner raison. Chaque fondateur, chaque colonisateur de la première heure finit englouti par la mer, la maladie, la folie ou la guerre. Le peuple portugais, superstitieux, commence à parler des donatario maldito, les donataires maudits. Dans les tavernes de Lisbonne, on raconte que leurs âmes errent le long des côtes brésiliennes, cherchant à regagner le Portugal par les courants. Un poète anonyme écrit même « Ils voulaient dompter la mer, mais c'est la mer qui les a pris. Leur empire flotte encore, invisible dans la brume du matin. » Au fil des décennies, la légende se mêle à la réalité. Les jésuites, arrivés pour sauver les âmes du Nouveau Monde, notent dans leurs lettres que certaines plages sont hantées par les voix des premiers Portugais. Les indigènes, eux, racontent d'étranges histoires d'hommes blancs marchant dans la nuit sans ombre, cherchant un navire disparu. Coïncidence ? Ou souvenir collectif d'un drame ancien ? À la fin du XVIe siècle, le Brésil n'est plus un assemblage de capitanies privées, mais un territoire royal. Pourtant, les ruines de ses premières tentatives demeurent, forts effondrés, églises à moitié construites, croix penchées sur la mer. Chaque pierre semble raconter la même histoire, celle d'un espoir trop grand pour des hommes trop fragiles. Mais quelque chose demeure inexpliqué. Plusieurs donataires, partis de Lisbonne, ne sont jamais arrivés. Leurs flottes ont disparu entre les Açores et Recife. Les registres de la Casa da Índia mentionnent 6 navires non revenus. Certains historiens y voient des tempêtes, d'autres, des attaques françaises. Mais dans les archives du monastère de Belém, une note marginale attire l'attention. Certains vaisseaux furent détournés par erreur vers le sud, au-delà du 30e parallèle, où l'on ne revient pas. Une phrase sibylline, sans autre explication. Était-ce une légende? Ou la trace d'un secret maritime bien gardé? Car à cette époque, tout ce qui touche au Brésil est entouré de mystères. Les cartes sont fausses, volontairement altérées. Les routes sont gardées comme des secrets d'État. Et les morts, eux, disparaissent sans sépulture, sans tombe, sans nom. Seul le vent, toujours, raconte l'histoire. Un vent chargé de sel et de murmures. À mesure que le siècle avance, les morts des donataires deviennent des mythes. Les nouvelles générations de colons ne se souviennent plus de leurs noms exacts, mais leurs histoires circulent encore dans les échos des plages, dans le craquement du vent entre les palmiers. Pourtant, derrière les légendes, les archives parlent, registres d'inhumation, lettres de capitaines, rapports de missionnaires. Et chaque ligne semble répéter la même sentence. Ces hommes ont voulu posséder le Brésil, mais c'est le Brésil qui les a possédés. L'une des plus étranges destins est celui de Pero de Gois, donataire de la capitanie de Paraíba. Son aventure débute dans l'ombre d'un autre échec. Envoyé pour occuper un territoire miné par les attaques indigènes et les incursions françaises, il bâtit un fort de bois et de pierre que il nomme Forte de Santa Catarina. Mais à peine 2 ans plus tard, les Potiguara l'encerclent. La garnison est décimée. Les survivants fuient vers la mer. Pero de Gois, blessé, disparaît dans la forêt. Un rapport rédigé à Lisbonne indique simplement « disparu dans la verdure sans trace ». D'autres témoignages, plus tardifs, affirment qu'il a été recueilli par une tribu et aurait vécu parmi eux jusqu'à sa mort, oubliant sa langue, sa foi, son nom. Peut-être est-ce là le sort le plus étrange des donataires. Mourir non pas par le fer ou la fièvre, mais en se dissolvant lentement dans la terre qu'ils croyaient dompter. La même époque voit la chute définitive de la capitanie de Ilhéus, confiée à Jorge Figueiredo Correia. Sa colonie, d'abord prospère, sombre dans la guerre. Les Tupiniquins et les colons portugais s'entre-déchirent. Les cannes brûlent. Les églises s'effondrent. En 1550,
Une lettre du missionnaire Vicente Rodriguez décrit une scène des horreurs. Ileus est une flamme dans la nuit. Les hommes fuient vers la mer, les femmes se jettent dans les puits. Jorge Figueiredo, ruiné, retourne au Portugal. On le retrouve mort dans une auberge de Porto, seul, couvert de dettes. Les témoins disent qu'il murmurait dans son sommeil « Le sucre a brûlé ». Et que dire de Antonio Cardoso de Barros, disparu dans les eaux du Maranhão? Son frère cadet, Simon, part à sa recherche avec 2 caravelles. Il ne retrouvera rien, mais il rapportera un étrange récit. Les pêcheurs du Nord lui auraient montré un rivage où les vagues semblaient chanter à chaque marée. « La mer pleure ses seigneurs », écrivit-il dans une lettre. Les Portugais y verront un présage. Les indigènes, eux, affirmeront que les esprits des premiers Blancs étaient revenus dans les coquillages. Et c'est ainsi que les naufrages des donataires deviennent des prières. La tragédie n'épargne même pas les familles restées au Portugal. Les veuves des capitaines, privées de nouvelles, mendient à la cour. Certaines, comme Dona Brites de Albuquerque, épouse de Duarte Coelho, parviennent à maintenir leur domaine, mais à quel prix? Isolée, attaquée par les indigènes et par des pirates français, elle défend Olinda avec une milice de paysans et de prêtres. On raconte qu'elle tirait elle-même au mousquet depuis les remparts. Quand elle meurt en 1584, son corps est enterré dans l'église qu'elle avait bâtie. Sur sa tombe, aucune inscription de gloire, seulement ces mots, gravés plus tard par un moine jésuite. Elle a tenu quand les hommes sont tombés. C'est tout le symbole de ce monde inversé. Les fondateurs meurent, les survivants sont ceux qui n'avaient jamais cherché la gloire. Les capitanies deviennent peu à peu des terres de silence. Les colons qui arrivent après 1570 ne savent plus à qui appartiennent les domaines. Les cartes sont confuses, les héritiers introuvables. Certains villages vivent sous la loi de prêtres, d'autres sous celle d'anciens esclaves affranchis. Ce chaos, étrange et fertile, donnera naissance à la société brésilienne future, un mélange de races, de croyances et de cicatrices. Mais à l'origine de tout cela, il y a les morts oubliés. Un témoin anonyme, auteur d'une relation du Brésil, datée de 1587, note cette phrase glaçante « Les premiers seigneurs du pays ont disparu, et pourtant on sent encore leur peur dans les nuits de tempête. » Dans le même manuscrit, une carte grossière montre des croix dessinées sur la côte. À côté de certaines, un mot répété, « perdu ». Était-ce un symbole ou un avertissement? Personne ne le sait. Ce document, aujourd'hui conservé à Évora, reste l'un des plus étranges témoignages de cette époque. Pendant ce temps, la couronne portugaise change de main. En 1581, le Portugal est annexé par l'Espagne. Le Brésil devient un enjeu impérial. Les capitanies restantes sont administrées par des gouverneurs nommés à Madrid. Les descendants des donataires, eux, se perdent dans la misère. Certains deviennent capitaines de navires, d'autres prêtres ou soldats. Aucun ne retrouve le prestige de leurs ancêtres. C'est comme si le sang des premiers donataires portait une marque invisible, celle de la chute. Et pourtant, dans ce naufrage général, une idée persiste, celle que les donataires n'ont pas seulement échoué, mais qu'ils ont ouvert la voie. Sans eux, pas de Pernambuco, pas de São Vicente, pas de Salvador. Leurs morts, aussi atroces soient-elles, deviennent les fondations du pays. C'est cette ironie qui fascine les historiens. De la mort naît l'ordre, de l'échec, la structure. Un siècle plus tard, lorsque les missionnaires français de la Ravardière atteignent le Maranhão, ils retrouvent des vestiges étranges. Pièces d'armure portugaises rouillées, croix de fer plantées dans le sable, fragments de navires incrustés de coquillages. À côté des inscriptions à moitié effacées, Port des João III et Anno Domini,
1135. Les Français, fascinés, appellent ces objets les reliques des premiers. Ils ne savent pas qu'ils viennent d'exhumer les restes du rêve portugais. Mais certaines morts restent entourées de mystères. Dans la capitanie de Santo Amaro, concédée à Pero Lopes de Souza, plusieurs colons affirment, des années après sa disparition, avoir vu son visage dans la mer. Un navigateur français, Jean Cousin, raconte en 1555 avoir aperçu une ombre des hommes en armure marchant sur les vagues au large des Itamaraca. L'histoire, rapportée à Rouen, circule comme une légende maritime. Et même si personne n'y croit vraiment, elle renforce cette idée que les premiers donataires ne sont jamais vraiment partis. Dans les décennies suivantes, les nouveaux gouverneurs évitent soigneusement de mentionner leur nom. Les capitanies sont rebaptisées, les actes de concession détruits ou remplacés. L'histoire officielle commence à effacer ces pionniers morts, trop tôt. Et pourtant, chaque fois qu'un navire s'échoue sur la côte du Nord-Est, les marins murmurent encore leur nom, comme une prière. Duarte, Francisco, Ayres, Pero, comme si les morts pouvaient encore protéger les vivants. À la fin du XVIe siècle, une rumeur traverse les monastères du Portugal. Certains moines prétendent avoir reçu des lettres un survivant des capitanies disparues, un homme qui aurait vécu 40 ans parmi les indigènes, puis serait revenu en secret à Lisbonne. Dans sa confession, il aurait décrit une terre où les morts parlent la nuit et où les arbres portent des visages. Aucune preuve ne corrobore cette histoire, mais elle se répand. Pour les Portugais, ces terres d'outre-mer deviennent de plus en plus mystiques, presque infernales. Le Brésil cesse d'être une conquête. Il devient un miroir des peurs européennes. Et si la mort des donataires n'était pas un accident, mais un rite de passage? C'est ce que suggère, des siècles plus tard, un chroniqueur anonyme du XVIIe siècle. Ils sont morts pour que d'autres vivent, comme des saints sans autel. Il compare Duarte Coelho à Moïse, Francisco Coutinho à Judas, Vasco Coutinho à Job. Dans cette lecture symbolique, les donataires deviennent les archétypes une épopée tragique, les fondateurs sacrifiés un empire ils ne verront jamais. Mais l'histoire, elle, reste froide. Les documents officiels enregistrent leur décès avec une sécheresse bureaucratique, naufragés, dévoués aux fièvres, disparus. Aucun mot sur la peur, la solitude, la folie. Ce silence administratif est peut-être la forme la plus terrible de leur mort, l'oubli. Et pourtant, à travers les siècles, quelque chose de leur destin continue d'attirer les historiens, les romanciers, les rêveurs. Peut-être parce que leur échec résonne comme une vérité universelle, celle de tout empire né trop tôt. Car avant de devenir le Brésil, cette terre fut le tombeau des pionniers. Le silence s'est fait sur la côte du Brésil. Les vagues ont effacé les empreintes, les forêts ont recouvert les forts, et les noms des donataires se sont dissous dans la mousse du temps. 5 siècles plus tard, quand on parcourt les ruines de Porto Seguro, d'Ilhéus ou d'Olinda, on ressent encore quelque chose d'étrange. Une tension, une mémoire sourde, comme si la terre se souvenait. Peut-être parce que ces terres ont été, avant tout, des tombeaux. Des tombeaux d'hommes venus chercher la gloire, et qui n'ont trouvé que la mort. Les historiens modernes tentent de démêler la légende de la réalité. Certains, comme Capistrano de Abreu, affirment que la mort des donataires n'était pas une fatalité, mais la conséquence d'une stratégie politique. João III aurait sacrifié ses hommes pour tester la viabilité du système colonial. D'autres y voient le produit d'une arrogance sans mesure, celle d'une Europe persuadée de pouvoir imposer son ordre sur un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais quelle que soit la cause, le résultat reste le même. Un champ de ruines, une litanie de morts prématurées et un silence immense. Dans les archives du Torre do Tombo, un document oublié révèle un détail fascinant. Il s'agit d'un rapport anonyme, daté de 1541, adressé au roi. Des 15 capitaines de Sa Majesté, 7 ont péri, 3 sont malades, 2 ont disparu, et les autres demandent grâce. La lettre se termine sur une phrase qui glace. « Le Brésilien aime pas les seigneurs ». Cette phrase, à elle seule, pourrait résumer tout le drame, car au-delà des échecs humains, c'est une idée qui meurt. Celle de la domination absolue, celle du contrôle sur la nature, sur les hommes,
sur Dieu lui-même. Le système des capitanies, conçu pour reproduire le modèle féodal au-delà de l'océan, se brise au contact d'un monde trop vaste, trop sauvage, trop ancien. Les donataires meurent parce qu'ils tentent de transformer une terre vivante en parchemin royal. Un soir de 1599, à Olinda, un moine jésuite recueille les derniers mots d'un vieil homme mourant. Il prétend être le fils d'un marin de Duarte Coelho. Avant de rendre l'âme, il murmure « Les donataires ne sont pas morts, ils dorment sous la mer. Quand le vent se lèvera, ils reviendront. » Le moine, intrigué, note cette phrase dans son journal. 2 jours plus tard, un ouragan frappe la côte. On dit que des voix ont été entendues au-dessus des vagues. L'histoire devient une légende, mais elle révèle une vérité symbolique. Le souvenir de ces hommes ne disparaît jamais vraiment. Ils flottent comme une épave obstinée. Au tournant du XVIIe siècle, la couronne portugaise efface définitivement le système des capitanies. Les terres deviennent royales, administrées depuis Salvador. Les héritiers des donataires reçoivent des compensations, des titres honorifiques, mais plus aucun pouvoir. Pourtant, au fond des archives, leurs noms persistent, gravés sur les parchemins jaunis, RS, Duarte, Vasco, Francisco, Pero, des noms que personne ne prononce plus, sauf quelques chercheurs. Et chaque fois qu'on les lit, quelque chose résonne. On redécouvre alors les mêmes lettres, les mêmes motifs encore. Pourtant, il suffit d'un instant, d'un regard, d'un voyage au bord d'une plage déserte, pour que tout remonte à la surface. Le vent, le sel, le bois pourri des anciens forts, les coquillages accrochés aux roches, tout parle d'eux. Tout rappelle que ces terres ont été conquises par des hommes qui n'ont jamais compris où ils mettaient le pied. L'histoire des donataires n'est pas seulement une chronique du XVIe siècle, c'est un avertissement. Chaque empire, chaque conquête, porte en lui la promesse de sa propre destruction. Dans les dernières pages de son Décadas da Asia, Joan de Barros, avant de mourir ruiné, écrit une phrase mystérieuse. Elle, Empire est un navire qui s'enfonce lentement sous le poids de ses rêves. Peut-être pensait-il à ses compagnons disparus, à ses amis morts dans la jungle, à la folie de ceux qui croyaient bâtir un royaume éternel. Car au fond, les donataires ne sont pas morts de la main des indigènes, ni des tempêtes, mais de leur propre illusion. Aujourd'hui, au large du Maranhão, les pêcheurs disent encore qu'il existe un récif invisible qu'on appelle Pedra do Capitão. On raconte que par temps clair, on peut voir sous l'eau les silhouettes de navires couchés, les mâts brisés, les ancres rouillées. Personne n'a jamais osé plonger là. Les anciens disent que ceux qui essaient entendent des voix, et que la mer se referme sur eux sans un bruit. Peut-être est-ce là que dorment les donataires. Peut-être que leurs âmes, prisonnières de ce rivage, attendent encore la reconnaissance qu'on ne leur a jamais donnée. Et si un jour, le vent soufflait à nouveau sur ces plages, portant avec lui les noms effacés? Si, sous la brume, les visages de Duarte Coelho, de Francisco Coutinho, d'Aires da Cunha revenaient pour réclamer leur mémoire, alors peut-être comprendrions-nous enfin que le Brésil n'a pas été fondé par la victoire, mais par la perte. Que son histoire commence non pas avec un cri de conquête, mais avec un murmure, celui des morts qui veillent encore. Parce qu'au bout du compte, la question demeure suspendue comme un écho. Comment sont morts les donataires du Brésil? La réponse est simple et terrible. Ils sont morts comme on meurt quand on croit posséder l'infini.